Les colosses de même nom. S'il y a bien une idée reçue qui a largement fait son nid, c'est bien celle-là, autant dans les médias que dans les publications scientifiques. Pourtant, il n'y a jamais eu qu'un seul colosse de même nom, et il y a fort à parier que vous ignorez tout, sinon une grande partie de son histoire, qui est pourtant passionnante. Parmi les attractions touristiques les plus importantes de la région de Luxor figure en très bonne place deux colosses particulièrement grands censés figurer le pharaon Amenhotep III. Censé car, bien évidemment, il s'agit d'une image idéalisée et non réaliste du roi. Dans l'Antiquité, il gardait l'entrée de son temple de millions d'années à Khoméléthane, une localité au pied de la montagne thébaine. Le temple de millions d'années est un temple situé sur la rive ouest de Luxor et qui était consacré non pas à une divinité, mais au pharaon en personne qui était alors vénéré comme une espèce de dieu vivant. À sa mort, le temple continue à fonctionner en honorant la mémoire du roi et en lui rendant un culte funéraire. Les fouilles archéologiques du secteur ont apporté de très belles découvertes. En premier lieu, elles ont permis d'établir que l'enceinte du sanctuaire était bien plus importante que ne l'avaient supposé les premiers archéologues, ce qui en fait, avec ses 560 et quelques mètres de longueur, le temple le plus long d'Égypte. En second lieu, le chantier de fouilles a mis en évidence la présence de plusieurs autres colosses du roi, toutefois plus petits que leurs célèbres homologues. Certains ont pu être remontés, d'autres sont malheureusement trop endommagés pour cela. Donc si l'on veut parler des colosses du site, il faut les mettre en rapport avec le pharaon Amenhotep III et non pas avec même nom. Aux origines, le futur colosse de même nom, à droite, n'est qu'une statue de taille impressionnante parmi un grand nombre d'autres. Alors, pourquoi est-il devenu une célébrité dans l'Antiquité? Pourquoi lui et pas son homologue? Pourquoi lui et pas le colosse de Ramsès II à Memphis ou au Ramesséum? Ou encore l'une des statues colossales des temples d'Abou Simbel et de Luxor? Car il faut bien le reconnaître, l'Égypte ne manque pas de statues gigantesques. Avant de répondre à cette question, il y a plusieurs choses à savoir. La première est que le colosse de même nom n'a pas été célèbre durant toute l'Antiquité, mais sur une période très brève, comprise entre le règne de l'empereur Néron et celui de Septime Sévère, ce qui correspond à un peu moins de 2 siècles et demi. On le sait grâce aux graffitis des voyageurs grecs et romains qui nous permettent de cibler très précisément la popularité de la statue monumentale. La deuxième chose à savoir est que le colosse de même nom a subi pas mal de transformations physiques. De ce que les voyageurs antiques nous disent, cette statue était sans surprise, comme toutes les statues monumentales de pharaons, monolithe, c'est-à-dire taillée dans un seul bloc. Or de ce que l'on voit aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. La partie intacte d'origine va des pieds du bas du trône aux cuisses et monte jusqu'à la moitié du dos. Or, le géographe grec Strabon est formel lorsqu'il visite la région thébaine à la fin du 1er siècle. Sur ces mêmes rives se dressaient naguère presque côte à côte deux colosses monolithes. De ces colosses, l'un s'est conservé intact, mais toute la portion supérieure de l'autre, à partir du siège, a été renversée, à la suite, paraît-il, d'un violent tremblement de terre. On croit généralement, dans le pays, qu'une fois par jour, la partie du second colosse qui demeure encore assise sur son trône et d'aplomb sur sa base fait entendre un bruit analogue à celui que produirait un petit coup sec. Effectivement, lors de la visite que je fis à ce monument en compagnie d'Aelius Gallius et de sa nombreuse cohorte d'amis et de soldats, c'était vers la première heure du jour. J'entendis le bruit en question, mais d'où venait-il? De la base de la statue?
ou de la statue elle-même. Je n'ose rien affirmer à cet égard. Il se pourrait même qu'il eût été produit exprès par une des personnes alors rangées autour du piédestal. Car dans une question aussi mystérieuse, on peut admettre toutes les explications imaginables, avant de croire qu'une masse de pierre ainsi disposée soit capable d'émettre un son. Ce témoignage révèle plusieurs points intéressants. Il fait écho à un tremblement de terre qui secoue à Thèbes, c'est-à-dire Karnak et Luxor aujourd'hui, et ses environs, et que l'on place en l'an 27 avant Jésus-Christ. La forme de la fissure, apparue à la suite de l'affaissement de la partie supérieure du colosse, tend à suggérer qu'il existait probablement déjà une fissure dans le bloc, qui s'était accentuée au fil du temps et que la secousse sismique lui fut fatale. Certains auteurs, bien plus tardifs, accablèrent le roi perse Cambyse II, qui envahit l'Égypte durant la basse époque, en l'an 525 avant Jésus-Christ. Il causa de nombreux pillages et dommages aux monuments anciens, mais il s'agit là d'une accusation s'inscrivant dans un mouvement plus large de vilipendage du personnage bien compréhensif, mais infondé en ce qui concerne le dommage important causé sur le colosse. Autre point intéressant, Strabon est le premier auteur à faire allusion au bruit émis par la partie inférieure de la statue. Et il est d'ailleurs perplexe. Il a bien entendu, mais n'a pu déterminer d'où il venait, ni même s'il n'était pas le fait des Égyptiens qui se trouvaient au pied de la statue. Enfin, dernier point particulièrement intéressant, pas une fois Strabon n'associe l'un des deux colosses à même nom, et ce, pour la simple et bonne raison qu'à son époque, il s'agit d'un colosse de Pharaon et non encore celui de même nom. Il est aujourd'hui communément admis que l'empereur Septime Sévère, qui vit de ses propres yeux le colosse, et qui, au dire de l'historien romain Dion Cassius, restaura un grand nombre de monuments endommagés, décida de prendre en charge les frais de remise en état de la statue. J'en reparlerai dans la dernière partie de la vidéo. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve très drôle que la statue la plus connue d'Égypte, celle qui méritait le détour, se réduisait au seul bloc inférieur d'origine. Or, c'est bien ainsi que l'encense l'une des inscriptions gravées dessus. Tu viens de te faire entendre, car ce n'est, ô même nom, qu'une partie de toi-même qui est assise en ce lieu, frappée des rayons brûlants du fils de Latone. Mais au final, peu importait son état de conservation, la statue suscitait une telle admiration que plusieurs auteurs en firent, avec les pyramides de Gizeh, la seconde attraction digne d'intérêt du pays, à l'instar de l'historien romain Tacite. D'autres merveilles attirèrent encore les regards de Germanicus. Il vit la statue en pierre de même nom, qui, frappée des rayons du soleil, rend le son d'une voix humaine. Et ces pyramides, semblables à des montagnes, qu'élevèrent au milieu de sable mouvant et presque inaccessibles. Comme tout bon écrit antique qui se respecte, la part historique a été ici remaniée, par Tacite ou par sa source, car jamais le bruit décrit par d'autres ne ressemblait à une voix humaine. Ce son est en effet plus souvent qualifié de bruit créparé, un bruit qui craque, chez Pline, et de psophos, un bruit ou son inarticulé chez Strabon. Chez l'historien Pausanias, il est comparé au son d'une corde de cithare ou de lyre qui viendrait à se rompre. Et dans l'une des inscriptions sur la statue, un vase en cuivre que l'on frapperait. Deux descriptions intéressantes qui feraient plutôt écho à une vibration sonore. C'est cette idée que l'on retrouve d'ailleurs dans l'expression memnone cordae, employée par Juvénal, et que l'on peut rendre par les accords de même nom. C'est donc ce son qui va faire la célébrité du demi-colosse dans le bassin méditerranéen. Lorsqu'on lit les auteurs anciens, ils sont unanimes sur le fait que le son se déclenchait lorsque la pierre rentrait en contact avec les rayons du soleil. Voici par exemple la rumeur relayée par le naturaliste Pline l'Ancien au 1er siècle de notre ère. Pense-t-on à la statue de même nom, qu'on dit rendre un son au contact des rayons du soleil levant? Pourtant, les témoignages laissés sur la statue nuancent cette vérité absolue. En effet, sur les 107 graffitis répertoriés, 21 inscriptions indiquent à quel moment le phénomène se produisit. 10 évoquent le début, le milieu ou la fin de la première heure qui suivit le lever du soleil. 7 mentionnent la deuxième heure, 4 la troisième heure, et une dernière rapporte que le phénomène se produisit 3 heures et demie après le lever du soleil. Mais la date
Correspondant au 14 février de notre calendrier, il est possible que l'explication réside dans le fait que le soleil est moins fort ou tout simplement qu'il y eut des nuages ce matin-là, retardant ainsi le phénomène naturel. Mais d'ailleurs, de quel phénomène naturel s'agit-il? Il est fort intéressant de noter que si le colosse émettait un son particulier en début de matinée, le moment était fort variable et surtout, il n'était pas systématique. En novembre 130, la poétesse Julia Balbilla, qui accompagne l'impératrice Sabine, rapporte ainsi. On n'a pas entendu Memnon. Hier, Memnon a reçu la femme d'Adrien en silence pour que la belle Sabina revienne ici. Quand elle arrivera, lance un cri divin, afin que l'empereur ne soit pas en colère contre vous. Et Memnon, tremblant de la puissance d'Adrien, se met soudain à parler et elle se réjouit de l'entendre. Ces irrégularités et variations attestent donc que la voix de Memnon était un phénomène naturel, et les témoignages épigraphiques montrent qu'il avait un rapport avec l'action du soleil. Or, il faut savoir que des pierres comme le granit et la brèche peuvent produire naturellement un son au lever du soleil, notamment lors de changements subis de température. Pour rappel, la statue se trouve en bordure du désert libyque. Dès la disparition du soleil, les températures tombent rapidement et produisent un écart thermique parfois très important. De la même manière, aux premières lueurs du jour, l'apparition du soleil provoquait l'effet inverse, en réchauffant rapidement l'atmosphère et occasionnant manifestement l'émission de sons plus ou moins légers. Dans la mythologie grecque, Memnon est le fils de la déesse de l'aurore Éos et du prince troyen Titon. Appelé au secours par son oncle Priam, il se rendit à Troie avec son armée et perdit la vie sous les coups meurtriers de l'invincible Achille. Les auteurs anciens en font le roi d'Éthiopie, mais si certains situaient cette contrée au sud de l'Égypte, d'autres localisaient l'Éthiopie mythique en Asie, ce qui a donné lieu à pas mal de confusion. Jusque-là, aucun rapport entre le fils de la déesse de l'aurore et de la rosée et l'Égypte. C'est en fait sur la rive ouest de Thèbes que l'association entre le colosse d'Amenhotep III, le plus réputé des deux, et le héros de la guerre de Troie va progressivement naître. Je rappellerai quand même un point important ici. Lorsque la statue commence à émettre des sons qui vont attirer l'attention sur elle et en faire l'une des attractions incontournables d'Égypte, le colosse n'est alors en aucun cas celui de même nom. Strabon, qui est le premier à évoquer cette statue sonore, mentionne deux autres faits très intéressants. Quant à la ville actuelle, elle se compose de bourgades éparses, bâties les unes sur la rive arabique du Nil, du même côté où était l'ancienne ville. Les autres, sur la rive opposée des environs du Memnonion. Sur cette même rive se dressaient naguère presque côte à côte deux colosses monolithes. De ces colosses, l'un s'est conservé intact, mais toute la portion supérieure de l'autre, à partir du siège, a été renversée. Peut-être faut-il voir dans Memnon, comme quelques-uns l'affirment, le même prince que les Égyptiens appellent Ismandès dans leur langue. Seulement, à ce compte, le labyrinthe ne serait lui aussi qu'un Memnonion, œuvre de la même main qui a élevé les monuments d'Abydos et de Thèbes. On sait que Thèbes a son Memnonion, ainsi qu'Abydos. Si à l'époque de Strabon, le colosse de même nom n'existe pas encore, l'idée que le même nom des mythes ait été un prince égyptien commence à faire son chemin. En outre, le géographe cite une localité s'étendant au pied de la montagne thébaine du nom de Memnonion. Attention, toutefois, à cette époque, Memnon n'est pas du tout associé à la rive ouest de Thèbes, et le mot Memnonion, devenu Memnonium en latin, est par ailleurs aussi bien employé pour désigner le Ramesséum que le magnifique temple de Séti Ier, père de Ramsès II, Abydos. Le philologue Antoine-Jean Le Trône, qui a livré une étude fort documentée sur le sujet, a émis un raisonnement un peu trop long pour être repris ici, mais intéressant, qui indique que le mot Memnonia aurait été la forme grécisée du nom Aménophis, lui-même grécisé à partir du nom égyptien Amenhotep. Quoi qu'il en ait été, le mot Memnonia n'a aucun rapport avec le nom du héros grec à ses origines. En revanche, on sait que les Grecs ont toujours adoré relier à des légendes les noms de cités, de régions, de fleuves ou encore d'animaux. Ils se sont donc logiquement emparés du mystère de la statue sonore et l'ont rattaché à ce fameux même nom auquel certains prêtaient des origines égyptiennes. Si l'on ignore qui lança l'idée de ce nouveau mythe,
la légende se répandit comme une traînée de poudre dans le bassin méditerranéen. L'une des inscriptions gravées sur la statue en témoigne ainsi. Toi qui es le fils de l'aurore, ô Memnon, et du vénérable Titon, et qui est assis en face de la ville thébaine de Zeus, ou bien toi, Aménote, roi égyptien, à ce que rapportent les prêtres instruits des récits anciens. Funisulanus Charicius, stratège d'Hermontis et natif de la Topolis, accompagné de son épouse Fulvia, t'a entendu, ô Memnon, rendre un son au moment où ta mère est perdue, honore ton corps des gouttes de sa rosée. On notera que pour curieux que les Égyptiens aient trouvé ce phénomène, ils s'en désintéressèrent et ne considérèrent pas autrement l'identité du roi Amenhotep III. D'ailleurs, nulle inscription en hiéroglyphe ou en hiératique ne se rencontre sur le colosse. En revanche, la centaine de graffitis recensés témoignent de la vénération portée à Memnon, non plus comme roi, mais comme dieu. Tu as été doué de paroles par la déesse Aurore, aux doigts de rose, ta mère, illustre Memnon, pour moi qui désirais t'entendre parler. La 12e année du très illustre Antonin, quand le mois de Pachon comptait 13 jours par 2 fois. Être divin, j'ai entendu ta voix au moment où le soleil quittait les flots magnifiques du fleuve. Toi, qui étais jadis un roi d'Orient, le fils de Cronos, t'a fait gardien de pierre et t'a donné une voix qui sort d'une pierre. Moi, Gémélus, à mon tour, j'ai écrit ces vers ici, en compagnie de ma fidèle épouse Rufila et de mes enfants. Bonne chance à Rufila, appelée aussi Longinia. Lorsque des travaux de restauration furent vraisemblablement lancés sous Septime Sévère, c'est-à-dire au tout début du IIIe siècle de notre ère, l'objectif fut d'élever à nouveau un colosse semblable à son jumeau. Comme il était impossible de replacer un second bloc monolithe sur le premier, on éleva sur la partie inférieure 5 à 6 d'énormes blocs de grès sculptés de manière conforme à l'autre colosse d'Amenhotep III. On notera qu'on employa ici une pierre différente de la pierre d'origine qui, elle, était en brèche. Le problème, c'est que la restauration modifia drastiquement les conditions qui permettaient jusque-là à la statue de s'exprimer au petit matin. Et quand les touristes grecs et romains des environs et de passage constatèrent que le colosse demeurait muet, ils s'en désintéressèrent. Il est amusant de signaler que plusieurs auteurs chrétiens, dont saint Jérôme, justifièrent le nouveau silence de Memnon par le fait qu'il appartenait au monde et au temps des faux dieux, et qu'il avait cessé de s'exprimer après la venue de Jésus-Christ. Et voilà comment on fait tout simplement de la récupération religieuse. Au fil du temps, la légende est restée, mais on a fini par oublier lequel des deux colosses était Memnon, au point d'attribuer de façon erronée et systématique ce nom aux 2 statues colossales d'Amenhotep III. Maintenant, vous connaissez la véritable histoire du colosse de Memnon. Si tu évoquais l'Antiquité, la Calaïque nous en